La gestion des déchets urbains est l'un des enjeux écologiques majeurs de la ville-province de Kinshasa qui produit en effet près de 10 000 tonnes de déchets par jour. Et ces déchets causent d'énormes conséquences sanitaires mais également environnementales. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de vous joindre pour le compte de ce mag écologique Objectif Vert spécial, bilan et perspective pour la gestion, la gestion des déchets à travers la ville de Kinshasa. Je l'ai dit spécial parce que ce magazine reçoit aujourd'hui pour vous plusieurs acteurs étatiques et non étatiques qui interviennent dans la question de la gestion et la valorisation des déchets. Je m'en vais tout à l'heure vous présenter nos invités du jour. En fait, nous aurons aujourd'hui M. Eric Moukouna, il est administrateur de la structure LASBEL et Tech entre terre et ciel. Nous aurons également sur ce plateau M. Guillaume Ilungasefou qui est bourgmestre de la commune de Barumbu. Enfin, nous aurons sur ce plateau M. Guillaume également, trésor qui est coordinateur de l'ONG les réseaux des éco-citoyens. On va revenir juste après cette petite pause pour continuer cette émission. Mesdames et messieurs, cette émission se tient alors que nous sommes en pleine festivité de fin d'année. Acceptez qu'on vous souhaite partout, vous nous suivez, bonne fête des nativités. Alors cette émission, je le rappelle également, se tient sous le, on va dire, avec le respect des gestes et barrières. Vous aurez compris que nos invités sont distants, chacun est distant de l'autre. Malheureusement, nous devions recevoir sur ce plateau le coordinateur de l'opération Kinshasa Bopeto, la coordination Kinshasa Bopeto qui s'est excusé à la dernière minute. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons continuer à parler de la gestion et valorisation des déchets avec les acteurs qui sont ici présents dans ce plateau de circonstances, dans ce beau cadre qui nous accueille aujourd'hui pour cette émission spéciale. Monsieur Eric, je me tourne vers vous directement. Votre structure dans ce département environnement, c'est à briller par les actions qui sont menées par rapport à la gestion et valorisation des déchets. Mais est-ce qu'on peut savoir, comme ça, de manière ramassée, des actions fortes que vous avez menées justement pour sensibiliser les plus de populations à la gestion, mais surtout la valorisation des déchets? Oui, merci. En fait, premièrement, nous avons d'abord été sensibles à la question de l'assainissement. Donc depuis 3 ans, nous réfléchissons à comment apporter notre contribution sur la politique environnementale de la ville. D'ailleurs, nous avons pu, lors du lancement de Kinshasa Bopeto l'année dernière, soutenir l'action du gouverneur en faisant de dons de certains matériels. Et puis récemment, là, nous avons pu signer effectivement au mois de juillet un contrat de partenariat avec la ville et notamment le ministère de l'Environnement sur la question environnementale. Donc ça, ce sont vraiment les 2 grandes actions fortes au niveau de la ville. Mais nous-mêmes en interne, nous avons développé donc un concept pour justement sensibiliser la population sur l'importance du tri et du recyclage. Donc d'où la phrase qu'on utilise régulièrement, transformant nos ordures en ordures. La gestion de déchets est une affaire de tous et nous avons mis en place justement aujourd'hui des personnages qu'on appelle les Super 7 qui vont être amenés justement à sensibiliser la population et les différents acteurs de l'assainissement sur les possibilités, les débouchés de recyclage par rapport à chaque filière déchets. Ok. Alors vous parliez, vous-même vous êtes revenu sur votre slogan, on va dire ça comme ça, transformer vos ordures en ordures. Ce slogan renvoie justement à l'économie circulaire. Est-ce qu'on en est où avec cette campagne que vous avez lancée? Ça a pris, bon, on n'a pas inventé la roue, hein. Ça a pris dans le sens où effectivement déjà on s'est inspiré de la filière mitraille qui existait avant, et sauf qu'on a maintenant multiplié ça avec les différentes autres filières. Et l'objectif justement de nos Super 7, c'est de montrer, de vulgariser les débouchés des différentes filières. Sur le plastique, quel type de débouchés il y a sur la filière plastique au niveau des déchets, sur la filière papier, etc. etc. Donc je pense que quelque part les gens sont sensibles déjà à ça. Nous avons quand même recensé, lorsque nous avons fait la conférence sur la réflexion sur l'environnement l'année dernière, au mois de juin, la journée mondiale de l'environnement. Nous avons recensé à l'époque une 50aine d'opérateurs et depuis le mois de juin l'année dernière à aujourd'hui, je crois qu'on a identifié plus d'une centaine de plateformes supplémentaires qui effectivement au niveau local œuvrent dans le recyclage sur toutes ces formes. C'est vrai que c'est encore des actions malheureusement qui sont un peu isolées parce que les recycleurs, lorsqu'on parle avec eux, malgré le travail de terrain qu'ils font, qui est quand même déjà très important, ont du mal après à trouver des débouchés sur la vente et la commercialisation en fait, des produits qu'ils ont recyclés. Donc on va dire aujourd'hui que cette économie circulaire que vous aviez voulu prôner souffre encore, elle ne prend pas finalement bien alors? Elle ne prend pas bien parce que justement on a besoin de plus de visibilité sur ces opérateurs. C'est un peu le travail que nous essayons de faire, c'est vraiment de mettre en avant tous ces opérateurs. On peut parler de Recovad sur le déchet plastique, on peut parler de Kinplast aussi sur le déchet plastique, de Plasticart sur le déchet plastique. On peut parler par exemple de BAC, donc Benelux Info Center sur les déchets électriques et électroniques. On peut parler de Macalabio sur les déchets organiques. Voilà, il existe plusieurs opérateurs comme ça qui existent, qui sont là, mais qui malheureusement manquent de visibilité. Et leur produit finalement recyclé est très peu consommé. D'où
On va dire ça boitille encore un peu. Mais finalement, la gestion des déchets au quotidien est également l'apanage de municipalités. On a de nous aujourd'hui cette opportunité d'avoir un bourgmestre de commune qui est l'une des communes d'ailleurs des 24 communes de la ville de Kinshasa. Monsieur Guillaume, merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors on revient à vous pour que vous puissiez nous expliquer comment ça se passe chez vous, comment se fait la gestion des déchets au quotidien dans votre juridiction. Merci beaucoup et on dit bonjour et joyeux Noël à tous les téléspectateurs. Dans notre juridiction, nous essayons de nous adapter à la gestion des déchets. La première gestion que nous faisons, c'est chercher d'abord à évacuer pour ne pas que cela puisse constituer donc un handicap au développement et aux environnements sains au niveau de la production, parce que le secteur qui produit beaucoup plus de déchets, c'est d'abord le grand marché. Étant donné que nous avons des grandes avenues et des grandes artères qui canalisent vers le grand marché, ce qui fait que les 3/4 des 22 communes viennent avec leurs déchets qui déposent à Baroumou. C'est comme ça que nous sommes obligés de les évacuer. Quand on les évacue, mais c'est maintenant au niveau de la conservation et au décès, c'est des décharges qui posent beaucoup plus de problèmes pour arriver à faire la sélection. Mais heureusement, avec certains partenaires qui sont venus au niveau de la ville, qui sont en train d'envisager les tri, d'abord des bouteilles en plastique. Mais nous, au niveau de la commune de Baroumou, nous nous sommes dit, pourquoi chercher d'abord à nous lancer dans un secteur là où nous n'avons pas l'expertise? C'est comme ça que nous nous sommes beaucoup plus tournés vers d'abord la recherche. Faire des recherches pour qu'est-ce qu'on peut faire de tous ces déchets. C'est comme ça qu'ensemble avec le département de l'environnement au niveau de l'Institut supérieur de technique d'appliquer qui est l'ISTA, qui est l'université qui est en notre sein à Baroumou, nous avons fait des recherches au niveau des déchets plastiques qui peuvent être recyclés, mais nous avons fait des recherches pour transformer cela en dalette, pour permettre le réassemblage, en pavé de construction pour arriver à restabiliser donc la communication, des voiries pour que la communication soit fluide, afin que ça puisse résorber le problème d'embouteillage, le problème de banditisme, le problème de délinquance et de vol. C'est comme ça qu'avec l'ISTA et avec des partenaires extérieurs qui ont accepté eux-mêmes de mettre d'abord les moyens, avec une usine qui voulait être placée aux abords du fleuve. Mais c'est Covid qui venait de retarder l'échéance pour l'acquisition de cette usine, parce qu'on était déjà très avancé avec ces partenaires qui étaient venus eux-mêmes à Kinshasa se rendre compte, on a sillonné, ils ont vécu, se sont rendus compte que c'était un bon marché. Ils voulaient mettre à la disposition de la commune via la ville au travers un contrat qui allait être signé entre le Royaume de Belgique et la ville province de Kinshasa par travers la commune de Baroumou. Est-ce que vos administrés, est-ce qu'ils sont impliqués? Est-ce qu'ils vous accompagnent? Parce que le samedi dernier, c'était la 11e journée de Kinshasa Bopeto. Est-ce que cette population vous accompagne-t-elle, ou est-ce qu'elle fait par crainte des répressions? Est-ce qu'elle a compris l'intérêt d'assainir, ou elle fait parce qu'après, il y aura des répressions après? Non, dans la commune de Baroumou, aujourd'hui, la population a compris. Parce que nous avons, dès qu'on a lancé le concept Kinshasa Bopeto, nous nous sommes dit d'abord, il fallait d'abord intégrer et comprendre. Parce qu'aujourd'hui, là où les bas blessent, les gens ne comprennent pas qu'est-ce que c'est qu'une Bopeto. C'est un concept qui est facile. Mais finalement, qu'est-ce que c'est Kinshasa Bopeto? Bon, c'est tout un état d'esprit, c'est une philosophie, c'est un programme quinquennal. Et dans ce programme quinquennal, il fallait l'éclater par an. À chaque année, un projet. Voilà, un défi. Chaque année, un projet que vous devez atteindre les objectifs et il faut le faire accompagner. C'est comme ça que nous, au niveau de Baroumou, dès que le Son Excellence a défendu ce projet devant l'Assemblée provinciale, ça a été adopté, nous nous sommes dit, nous devions réfléchir. Nous nous avons dit, nous ne pouvons pas nous lancer à la va-vite. Faire des choses pour plaire à l'autorité, mais en soi, dans le fond, vous ne faites rien. C'est comme ça que nous avons réfléchi, nous avons éclaté. La première année, nous sommes lancés beaucoup plus dans la sensibilisation et nous mettre à faire beaucoup plus, intégrer l'esprit d'accompagner l'autorité et la municipalité dans l'assainissement, au travers de balayage, des ensemblements, les curages, évacuation. Et tout en faisant aussi la promotion des édits et entrer au non-respect, non-accompagnement de la ville. Maintenant, après, quand on a senti que la population s'en est appropriée, c'est là où le bas blessé, les moyens d'évacuation pour que la population arrive à sentir l'impact. Là, vous me précédez, vous parlez des moyens. Là, j'allais dire, est-ce que vous avez suffisamment le moyen? Quand vous dites que vous n'avez pas de moyens. Les moyens, c'est les moyens d'évacuation. Parce que c'est la régie d'assainissement de Kinshasa qui ne suit pas le rythme que nous, on est en train d'imprégner au niveau de... La commune ne perçoit-elle pas des taxes d'assainissement? Non, la commune verse au travers de fonds, un fonds qu'on verse au FONAC, et le FONAC verse à la RASKI. Ce qui fait que nous payons les taxes pour que la RASKI assure son rôle.
la ville aussi donne le moyen à la RASKIN. Donc la commune perçoit quand même des taxes d'assainissement, mais qu'elle déverse vers la FONAC. Vers la FONAC. Parce que nous, donc, la FONAC perçoit à la source. La commune, nous, aujourd'hui, n'avons que les taxes d'étalage des marchés. C'est là ce qui fait fonctionner, c'est avec ces faibles taxes que nous essayons de tenir le coup au travers. Mais or que quand on parle assainissement, ce sont des gros budgets. Oui, j'imagine. Souffrez en tout cas, monsieur le bourgmestre, que vous ayez toutes ces questions-là qu'on avait adressées au coordinateur de King Bopé. Nous acceptons. Circuler à travers la ville, vous êtes venu de Barbouche, vous avez observé sur la route, il y a des déchets. Mais quand on dit Kinshasa Bopeto, qu'est-ce qui doit être fait? On doit avoir des gens qui doivent balayer, ou chacun de nous doit prendre conscience pour qu'il puisse balayer devant chez lui. Mais dans le concret, qu'est-ce qui doit être fait? Dans le concret, c'est ce que j'ai dit, que c'est un concept. Il fallait d'abord, nous les animateurs, nous arrivions d'abord à intérioriser, à comprendre, pour faire comprendre aussi à la population. C'est comme ça que dans ce concept, il fallait d'abord sensibiliser. Kinshasa Bopeto part d'abord de l'état d'esprit. Parce que Kinshasa, d'hier, les gens avaient l'habitude de se réveiller le matin. On voyait les mamans qui balayaient, qui assainissaient leur devanture, leur parcelle. Qui ne jetaient jamais les ordures au niveau des caniveaux. On ne voyait pas les gens jeter les sachets vers les fenêtres au niveau de véhicules de consommation. C'était tout un état d'esprit parce qu'il y avait donc une autre culture. Avec cette léthargie qui a été installée pendant 2 décennies, qu'on a constaté que Kinshasa est devenu très sale, ce qui fait qu'il fallait que nous-mêmes, en tant qu'exécutifs, nous nous rabaissions au niveau de la population pour arriver à faire comprendre qu'il fallait d'abord le changement de mentalité, expliquer le bien fondé de ce concept pour que la personne, parce que vous savez, tout développement, tout changement a toujours été combattu. Mais il fallait maintenant être patient. C'est comme ça que nous, au niveau de notre juridiction, nous nous sommes dit, nous nous appuyons sur les leaders sociaux, nous nous appuyons sur des personnes influentes, nous nous appuyons surtout sur le conseil communal de la jeunesse. Parce que quand la jeunesse s'emballe dans une vision, la jeunesse a un impact au niveau de la société. C'est comme ça que nous nous sommes dit que nous sommes en train d'y aller progressivement sans chercher à faire à la va-vite une politique de plaire l'autorité, mais dans le fond c'est vite, nous sommes en train d'aller progressivement pour que le résultat soit un résultat durable et en profondeur. Je reviens à vous, monsieur Eric, vous travaillez avec la coordination Kinshasa Bopeto, à ce que je sache. Alors, qu'en est-il quand vous faites, qu'est-ce que vous avez à redire si la coordination préfère travailler avec les, on va dire, les expatriés ou pas les gens qui travaillent, on va dire, à l'extérieur du pays, qui viennent amener leur expertise, alors que vous avez un répertoire, vous avez identifié près de 50 opérateurs qui travaillent dans les recyclages. Qu'est-ce que vous faites? Vous proposez cet éventail des personnes, bien vous laissez faire et puis vous accompagnez, comme toujours, ça se fait d'ailleurs, on voit la banderole ETEC, mais dans le concret, vous n'apportez peut-être pas vos suggestions. Nous, concrètement, je vais répondre très rapidement à cette question parce que j'aimerais intervenir sur ce qu'il a dit. Ce que le bourgmestre a dit, c'est qu'effectivement, au niveau des tech environnement, on crée des synergies. Donc après avoir identifié, on essaie de les mettre en contact avec des sources d'approvisionnement au niveau des déchets. Donc c'est-à-dire qu'on va par exemple avoir Recovad qui a un besoin de matières premières, par exemple qui va avoir besoin de déchets plastiques. On va dire bon voilà, on peut t'amener vers tel autre opérateur qui lui produit beaucoup de plastique et vous pouvez récupérer facilement la matière première auprès de cet opérateur. Mais là où le bourgmestre a raison, c'est qu'avant toutes ces actions, parce que c'est vrai que la population est pressée, a besoin de visibilité, parce qu'on voit la saleté partout lorsque nous nous baladons dans la ville, mais il a dit à ce titre, il faut d'abord un constat, un état des lieux pour une vision commune des animateurs. Aujourd'hui, il faut savoir, bon, sans critiquer la ville parce que je suis partenaire, mais il faut savoir qu'au niveau de l'exécutif provincial, vous avez un conseiller environnemental auprès du gouverneur, vous avez le coordonnateur King Bopéto, vous avez la ministre de l'Environnement, vous avez la RASKIN, vous avez la FONAC. Donc vous avez comme ça 5 intervenants qui, s'ils ne sont pas à table pour discuter et avoir une vision commune, ça va être difficile après, de manière décentralisée, d'intervenir dans les différentes localités. Parfois, on a l'impression qu'il y a un enchevêtrement finalement, parce qu'après... C'est là où je voulais justement conclure, okay. C'est que récemment, la ministre de l'Environnement, Madame Laetitia Benakamamba, a mis en place une cellule qui s'appelle la CESAC, la cellule stratégique d'assainissement de Kinshasa, qui met chaque semaine sur la table tous ces différents opérateurs. Donc c'est une cellule qu'elle préside et qui permet justement comme ça d'avoir une vision commune sur la problématique de l'assainissement. Et je pense qu'à partir de là, dès qu'il y a cette vision commune, ça sera décentralisé auprès des différentes localités. Mais il est essentiel d'abord de partir sur un constat commun et une vision commune sur la problématique de l'assainissement. Après viendrait effectivement la sensibilisation sur terrain, parce qu'on aura les mêmes éléments de langage qui vont permettre aussi bien aux bourgmestres, aussi bien aux opérateurs locaux, de pouvoir justement, économiques ou même aux ONG associatives, de pouvoir intervenir. Et je crois qu'il a justement dit, le conseil des jeunes, pas le conseil communal des jeunes, ça peut être un levier très important. Et il faut aujourd'hui se rendre compte que quand on parle d'économie circulaire, c'est parce que le recyclage a une réelle valeur économique, a une réelle valeur ajoutée. Et en passant par les jeunes, on peut créer comme ça une émulation qui va faire en sorte qu'on va avoir aujourd'hui des éco-entrepreneurs ou des entrepreneurs verts.
et c'est ce qu'il faut souhaiter. Alors je vais encore aller un peu plus loin dans la réflexion, c'est qu'en faisant ça, non seulement on crée de l'emploi, on crée de la production locale, des produits locaux recyclés. Et maintenant, à charge, et je crois que c'est ce que le bourgmestre a dit tout à l'heure, c'est qu'en faisant ça, il peut lui, à partir de ces produits recyclés, avoir par exemple des dallettes et des pavés plastiques pour faire des trottoirs. Donc quelque part, non seulement on crée de l'emploi, on assainit, on recycle, mais en plus on embellit la localité. Donc il y a vraiment un effet vertueux à ce qu'on puisse sensibiliser sur le recyclage et que tout le monde s'approprie ce concept. Alors l'idée c'est que pour parvenir à cette économie circulaire tant voulue par tous, il faudrait qu'il y ait également l'existence des éco-verts ou des éco-citoyens. Alors je me tourne vers monsieur Trésor Guillaume. Vous avez dit coordinateur de réseau des éco-citoyens ici à Kinshasa. Alors vous, en votre qualité d'éco-citoyen, qu'est-ce que votre structure fait justement pour, on va dire, alerter la population ou éveiller les consciences des populations? Merci madame la journaliste. Et avant toute chose, je voudrais d'abord présenter nos vœux les meilleurs à tous nos téléspectateurs ainsi qu'à nos co-débatteurs qui sont sur place ici avec nous. Nous, en tant que l'ONG Les Réseaux des éco-citoyens, nous avons comme slogan pour une conscience éco-citoyenne. Vous savez, madame la journaliste, si aujourd'hui nous assistons à tout ce que nous sommes en train de voir à rapport avec l'assainissement de la ville de Kinshasa, c'est parce qu'il se pose d'abord un problème de conscience. C'est comme cela, au niveau du REC, nous agissons d'abord en amont, au lieu de vouloir se précipiter pour agir en aval comme nous le constatons. REC, à ce niveau, organise des activités de sensibilisation avec différentes cibles. Je crois que, parce qu'il faut, la première des choses, apporter l'information pour que les gens comprennent les bien-fondés du changement. C'est de cette façon-là que les gens peuvent s'approprier de ces programmes comme Kinbopeto. Donc nous organisons diverses activités de sensibilisation à l'occasion par exemple de la journée mondiale du nettoyage qui n'a jamais été célébrée ici dans la ville de Kinshasa, même par le tête des villes même. Quand même, quand vous lui informez, donc c'est une grande fête d'assainissement à travers le monde. Mais néanmoins, nous, à travers nos moyens, nous essayons d'organiser des séances de sensibilisation et de ramassage. Je crois, une fois, vous-même, vous avez assisté à cela, vous avez vu que nous avons appelé des gens qui sont venus de presque partout. Rien que cette mobilisation-là s'est passée à travers les réseaux sociaux. Donc il y a eu des bénévoles, il y a eu des volontaires qui sont venus. Nous avons travaillé sur le boulevard Kimbuta, nous avons ramassé et nous avons passé le message. C'est tout ce que nous faisons. Nous continuons également à sensibiliser. Nous avons organisé à l'occasion de la journée mondiale de la Terre une sensibilisation avec les élèves au complexe scolaire Albatros où nous avons parlé réellement sur la durée de vie des déchets dans la nature parce qu'il faut commencer par là. Il faut commencer par l'éducation, il faut commencer par l'information, il faut commencer par la sensibilisation. Ce qui arrive aujourd'hui en termes de résultats, bon, vous savez que les changements, c'est une démarche, c'est un processus, ce n'est pas une démarche linéaire comme on peut le constater. Donc au fur et à mesure, les gens sont informés, sur le bien fondé du projet, ils vont s'en approprier. Mais aussi, nous avons constaté qu'au niveau de notre pays ici, la loi prévoit un cours d'éducation à l'environnement qui jusque-là reste un concept vide, mais qui n'a pas de contenu. Nous avons essayé un peu d'amener nos enquêtes. Effectivement, il n'y a pas de cours d'éducation à l'environnement dans Justement, vous parlez d'éducation à l'environnement. Vous êtes des jeunes pour la plupart dans votre structure. Comment parvenez-vous à relever ces défis-là d'être jeune et se mettre à assainir, se mettre dans la rue, de balayer? Vous savez, madame, la journée, ce pays nous appartient. Donc, ce ne sont pas des étrangers ou des blancs qui viendront nous aider ici à mettre la propreté. Nous faisons effectivement avec nos maigres moyens, parce que nous sommes une ONG, il y a nos membres, nous-mêmes nous cotisons. Chacun de nous a une activité secondaire. Et c'est grâce à cette activité-là secondaire, nous ramenons quelque chose. Quand on demande un peu de moyens, nos membres et des gens que nous appelons apportent leur contribution pour qu'on achète des balais, pour que nous puissions louer des tricycles pour l'évacuation. Donc c'est juste cet effort-là commun. C'est cette conscience-là collective que nous suscitons et les gens nous assistent de cette façon-là avec leur cotisation. Ok, avant de revenir aux perspectives, parce que ça fait partie des perspectives, je vais quand même revenir vers le bourgmestre pour parler de la question de l'hygiène. C'est vrai qu'on parle d'assainissement, on parle de gestion des déchets, c'est vrai, mais j'ai envie d'en parler parce que d'après les dernières statistiques, la RDC ou Kinshasa en particulier compte à peine 20% des toilettes viables. C'est quand même assez catastrophique. Vous avez initié un programme dans votre juridiction pour construire des toilettes publiques. Est-ce que les gens
on revient sur les gens, la population, est-ce qu'elle comprend que c'est pour son intérêt? Parce que généralement, ils se disent qu'ils construisent des toilettes publiques. C'est comme s'ils se mettaient à l'écart. Alors comment est-ce que vous parvenez, vous en tant qu'autorité municipale, à emballer votre population, à s'approprier? Vous l'avez dit tantôt, mais j'aimerais vraiment que vous disiez dans le concret, comment ça se passe? On n'a vraiment pas l'impression de voir que ce sont des gens qui s'approprient des choses. Ils font ça parce que c'est par peur ou par crainte. Mais est-ce qu'ils sont vraiment dans ça? Est-ce qu'ils vous accompagnent dans ce projet de toilettes publiques? C'est comme je dis que le concept Kinshasa Bopeto c'est un sujet là où chacun apporte sa thèse. Nous l'avons éclaté en 4 secteurs. Donc la première année Kinbopeto, c'était d'abord la sensibilisation de l'assainissement. La deuxième année, nous avons dénommé Kinbopeto Hygiène. Kinbopeto Hygiène. La deuxième année a commencé? Pour nous. Donc, okay. Parce que là, Bopeto débute le 19 septembre. Oui. Quand le chef de l'État avait lancé. C'est comme ça que 19 octobre. C'est comme ça que nous considérons l'an 1 et l'an 2. Comme nous sommes déjà dans l'an 2, nous nous sommes dit dans l'an 2, avec tout ce que nous avons fait comme constat, les 3/4 des habitations de Baroumou n'ont pas de toilettes qui respectent les normes. C'est comme ça que nous nous sommes dit, nous, avant d'arriver d'abord à commencer à sévir, nous devons prêcher par l'exemple. Nous avons choisi des sites pilotes, là où nous avons implanté des toilettes modernes. Et sur base de ça, nous passons dans la sensibilisation et aussi l'application des édits 003 en matière de non-respect des conditions d'hygiène. Et quand on arrive à faire le contrôle, nous commençons par le civisme. Expliquer le bien fondé d'avoir des toilettes modernes répondant aux normes. Parce que c'est toute une vie que nous devons préserver. Et nous sommes en train de faire voir à la longue le risque, de par le positionnement géographique de la commune de Baroumou. Nous sommes tout près de la nappe phréatique. Baroumou est tout près des eaux. Ce qui fait que la nappe phréatique est tout près du niveau de sol. Une fois que vous ne respectez pas, vous n'arrivez pas à protéger les déchets, ce qui fait que vous êtes en train d'exposer un foyer, voilà, la prolifération des maladies des mains sales. C'est comme ça que nous disons, nous avons voulu à ce que cette année, que pour nous, notre cheval de bataille, que la juridiction, que les gens comprennent qu'ils doivent refaire leurs installations hygiéniques. Et c'est comme ça que nous avons construit toutes ces toilettes pour que quand la population voit que l'État est en train de construire, de mettre donc en état à la disposition de la population des toilettes modernes, comme sous d'autres cieux, et pourquoi ne pas le faire dans nos maisons? Voilà comment est-ce que la population est en train de suivre. Aujourd'hui, nous sommes très contents de voir les gens qui eux-mêmes viennent solliciter des autorisations pour vider et faire des travaux pour aménager, donc reconstruire des fosses septiques. Tout ça par crainte Non, c'est pas par crainte. Donc c'est pas le civisme. Donc on dit que nous sommes en train de les expliquer que ça fait partie de la sécurité citoyenne. Si toi tu n'arrives pas à sécuriser ton voisin et que ton voisin est malade, la maladie pourra se transposer chez toi. Des enfants qui sont en contact avec les enfants du voisin. Ce qui fait que nous avons tous la responsabilité de nous protéger mutuellement. Nous sommes en train de jouer notre rôle en tant que l'État, mais dans la sensibilisation. C'est comme ça que est-ce que tout le monde a le même concept de Kinbopeto? C'est comme ça que nous disons, nous devons arriver. Tout le monde, même dans les chefs de vous, les initiateurs de Kinbopeto. Je l'ai dit, je représente le pouvoir. Voilà. Le bourgmestre est le représentant du chef de l'État dans sa juridiction. Je représente, parce que le gouverneur n'a aucune commune. Ce sont les bourgmestres que nous avons la responsabilité de protéger la population quinoise. C'est comme ça que si j'ai dit nous, en tant que pouvoir, nous sommes obligés d'assurer la sécurité de la population. Madame, c'est bien beau de tenir tous les discours. Allons dans le concret. C'est comme ça que nous avons dit, les moyens, c'est le premier moyen que nous avons à Baroumou, c'est le moyen humain. Dès que vous avez le moyen humain, la Chine est devenue une forte puissance, non pas par les finances au départ. La Chine est devenue puissante, c'est par le moyen humain. La population a intégré à la philosophie, à la politique de Mao Tse-tung. Aujourd'hui, Tse-tung n'est plus là. Mais la Chine est devenue une puissance incontournable sur le plan mondial. Pourquoi ne pas commencer à sensibiliser, dire que c'est un processus? Nous sommes confiants. Je ne le dis pas parce que nous sommes devant vous, vous nous accompagnez parfois. Quand on parle à la population aujourd'hui à Baroumou, les gens vous disent que papa n'a yebaki. Et ils vous demandent un délai. Bref, c'est pour dire que la population a adhéré, mais nous ne pouvons pas dormir sur nos deux lauriers. Nous devons accentuer, continuer, jusqu'à ce que ça sera vraiment très visible pour arriver à remonter le pourcentage qui a été... Oui, justement. J'aimerais compléter ce qu'il dit, parce que M. Guillaume, tout à l'heure, enfin, il y a deux Guillaume, a parlé d'éco-citoyenneté, et le bourgmestre vient de dire ici que si le voisin ne fait pas, ça peut arriver aussi chez moi. C'est là l'exemple même qu'il faut absolument, et c'est là où on parle justement de capital humain, et on doit être absolument dans une coordination commune. Je donne un exemple très simple pour qu'on puisse comprendre. Prenez le cours d'eau qui tombe sur HG Hospital à Limité. Vous aurez beau le curer 10 fois,
Si les gens qui sont, dans les affluents de cette rivière continuent à jeter dans le cours d'eau, ça va toujours arriver à limiter. Voilà. Donc vous aurez beau bien nettoyer, limiter en disant j'ai fait un bon travail, mais si le voisin n'a pas fait, on contamine. Limiter, Ngaba et toutes les communes avoisinantes. Donc c'est vraiment une conscience qu'il faut avoir commune. Et c'est là peut-être les acteurs de sensibilisation comme le réseau REC, ou ce que vient de dire le bourgmestre, l'importance de l'interconnexion entre le voisinage, la transversalité est importante. Je ne peux pas être seul, propre chez moi, si mes voisins ne font pas le même travail. Être seul, comme on dit. Exactement. Donc finalement, c'est un processus, c'est la chaîne de production de déchets. Tous les acteurs doivent être sensibilisés. Après, comme vous le disiez, si le jeune que vous êtes sensibilisé, un seul coin, c'est compliqué. Exactement. Votre champ d'action, c'est lequel? Vous êtes sur quelle partie? Vous sensibilisez où? Ouais, par exemple, cette année, à l'occasion de la journée mondiale de nettoyage de la planète, nous avons été à Matete. Nous avons été à Matete avec les 8 RDC. Voilà que la fois dernière, nous étions à Kimbuta et Sendjili. Cette fois-ci, Sendjili. Nous sommes partout où les besoins se présentent, mais quand même, on ne peut pas sauter les étapes. Là où les gens sont mobilisés, là où les gens sont activés, là où les gens, du moins, essaient de prendre conscience, c'est là où nous allons. Jusqu'à ce que nous allons prendre conscience. Oui. Ah, ok. Et là où les gens n'ont pas pris conscience, vous les laissez dans leur inconscience. On ne peut pas les laisser. C'est-à-dire, il faut pas. Ce n'est pas une généralisation abusive. À un certain moment, quand nécessairement avant de pouvoir organiser, par exemple, une activité de sensibilisation ou de nettoyage, il faut demander l'autorisation auprès des autorités compétentes. Mais ça peut se faire quand vous arrivez comme ça, on ne vous autorise pas. Qu'est-ce qu'on fait? C'est parmi les difficultés que vous rencontrez. Voilà, c'est parmi les difficultés. L'autorité est là, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous refusez l'autorisation aux jeunes qui sont volontaires, qui veulent bien faire? Pourquoi vous refusez? Madame, ce n'est pas toutes les autorités qui ont la même culture, qui ont la même formation et la même appréhension du développement et de la protection citoyenne. Je crois que nous ne sommes pas là pour faire le procès auprès des autorités qui ne comprennent pas que nous devons protéger d'abord les citoyens pour lesquels nous sommes nommés, pour lesquels nous sommes votés. Donc c'est un problème de sens, de responsabilité, de conscience. Je crois que comme nous, moi je prends le temps de la commune de Barombo, une fois que nous avons compris qu'il y avait un problème de communication, nous avons choisi des cibles. Parce qu'en tant que communicateur, vous devez être sûr de la cible que vous avez choisie afin que cette communication puisse avoir des effets et donc comment dirais-je, positifs, afin que ça puisse créer l'émulation. Nous nous sommes dit, nous sommes rabattus sur des écoles. Si vous avez au niveau de l'école gardienne, de l'école primaire, vous parlez environnement, vous parlez hygiène, vous parlez assainissement avec ses enfants, dès qu'ils rentrent à la maison, même toi le papa, même le chef de l'État, ils vont te mettre mal à l'aise. L'enfant cherchera à te voir balayer, pour dire que papa, à l'école, on nous a dit, si tu ne balayes pas, nous serons malades. Papa, si tu ne portes pas le cache-tête, c'est comme ça que nous, à Barombo, je sais un conseil que je peux demander à mon frère, rabattez-vous sur les écoles gardiennes, les écoles primaires. Rabattez-vous aussi sur les églises. Justement, par rapport aux écoles, je crois que vous avez un projet par rapport aux écoles qui vous de manière effleure comme ça, nous en dire un mot. C'est quoi ce projet? À quoi consiste-t-il? De manière brève en tout cas. Comme je l'ai dit tantôt, madame la journaliste, vous savez, si la plupart des projets d'assainissement ont échoué dans la ville de Kinshasa, parce qu'il s'est posé un problème de conceptualisation, mais aussi de la communication. Donc nous avons constaté que d'un côté, les détenteurs du pouvoir définissent seulement les objectifs organiques. Je ne sais même pas s'ils en définissent. Par exemple, au terme de ces projets-là, tel pourcentage de la ville de Kinshasa sera assaini. Ils oublient d'ajouter les objectifs communicationnels. Au terme de ces projets-là. C'est bien, vous avez critiqué, mais proposez-nous ce que vous proposez en fait. C'est comme ça que nous avons pensé qu'il faut ramener la communication, il faut amener l'information, la sensibilisation pour des gens. Voilà pourquoi nous avons fait recours à ces projets-ci qui s'appellent la RDC propre verte. C'est un projet de la fondation Epigune World, une fondation néerlandaise qui est spécialisée dans la conception de programmes didactiques sur la gestion des déchets. Parce que dès lors que l'enfant est éduqué, est informé sur le petit geste qu'il faut fournir tous les jours, je crois que cet enfant-là, demain quand il va devenir adulte, va gagner avec des valeurs. Voilà pourquoi ce projet-ci qui est un programme international. Je vous informe que la RDC, c'est le deuxième pays francophone qui vient d'accueillir ce projet, après le Sénégal. Ce programme existe Ce projet concerne les tout petits, c'est ça? Oui, donc des 4 à 14 ans. Vous avez là les livres pour l'enfant et vous avez là
les guides, c'est ici où est déployée toute la méthodologie pour l'enseignant. Aussi, vous avez donc tout ce que les enfants vont apprendre, ils vont l'appliquer ici parce que les enfants aussi aiment apprendre sous forme ludique. Donc, ce programme ici, la RDC Propre Verte, vise à apprendre aux enfants à réduire, à refuser, à recycler, à réutiliser, mais aussi à adopter un comportement responsable. Recycler, où est-ce qu'ils vont trouver les acteurs pour recycler? Je reviens à vous, monsieur Eric. Par exemple, moi j'avais une question dernièrement, quelqu'un qui me posait la question, où est-ce qu'on oriente les déchets, on va dire, je ne sais pas comment on va appeler ça, mais les habits qu'on ne met plus. Tout à l'heure, le bourgmestre a parlé de capital humain qui était essentiel. Et je pense qu'avec les différentes sensibilisations qui se font, on a déjà passé ce cap. Maintenant, il y a le deuxième cap qui est quand même les moyens techniques, logistiques et financiers. Kinshasa, si on fait une moyenne même de 15 millions d'habitants, 400 quartiers, n'a pas de décharge de transit où aller verser les déchets. Je ne sais pas comment ça se passe dans la commune de Barumbu, mais il faut savoir que la plupart des opérateurs qui existaient à l'époque du projet Paro, il y avait des décharges, il y avait une soixantaine de décharges. Et effectivement, il y a des opérateurs, que ce soit des pousse-pousseurs ou des petites sociétés, se sont organisés pour investir dans la technique de la logistique parce qu'il y avait des sites d'évacuation, des décharges d'évacuation. Aujourd'hui, il n'y en a pas, ce qui fait que la plupart de ces opérateurs-là qui existaient ont dû laisser tomber leur métier pour se réinventer dans autre chose. Donc ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, le moyen est quand même important. Je reviens sur la vision commune. Il faut absolument constater que la ville aujourd'hui a peut-être en termes de matériel roulant, peut-être moins d'une dizaine de camions. Or, à la Raskin. Or, il en faudrait au moins 400. Donc vous voyez que le gap logistique, il est très important. Les décharges, quand on parle du projet Paro, c'était une soixantaine de décharges. Aujourd'hui, je ne pense même pas qu'il en reste une dizaine. Or, le projet Paro, c'était 9 communes partiellement travaillées. Or, la ville de Kinshasa, c'est 24 communes. Donc vous voyez qu'il y a des zones comme ça qui ont été totalement abandonnées, qui n'ont même pas eu la chance de voir ce que c'était le projet Paro. Donc il y a un problème logistique aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir mettre en place des décharges de transit où les différents opérateurs peuvent venir déverser leurs déchets et pour faciliter justement l'évacuation, même auprès des recycleurs, ou alors si c'est des déchets ultimes qu'on peut recycler, vers un centre d'enfouissement technique. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi sensibiliser, c'est bien. Je pense qu'il faut passer par là d'abord pour avoir effectivement la même préoccupation, le même geste éco-citoyen. Mais après, il faut se rendre compte que ça demande beaucoup de moyens. Et beaucoup de moyens, il faut absolument les mutualiser. Si le bourgmestre de Barumbu fait son projet seul, en sachant qu'il a quand même des communes avoisinantes qui vont pouvoir peut-être déverser chez lui, je prends un exemple très simple, il peut très bien investir de bonne foi dans des décharges de transit, mais toutes les communes avoisinantes, qu'est-ce que les pousse-pousseurs vont faire? Ils vont aller chercher dans les voisines communes aussi pour déverser chez lui. Donc là où il avait fait son projet en se disant, voilà, moi j'ai peut-être mes 1000 tonnes jour ou mes 1000 tonnes mois, et donc il a investi par rapport à 1000 tonnes, il se retrouve avec peut-être 5000 tonnes à gérer qui viennent se déverser d'autres communes. Donc c'est là où je parle qu'il faut vraiment une cartographie commune, et ça ne peut être qu'au niveau de l'exécutif provincial. À charge maintenant de chaque bourgmestre de se rendre compte de la transversalité qu'il peut avoir avec les communes frontalières. Au niveau financement, si on doit regarder tel qu'il se fait ailleurs, l'investissement, je le répète souvent, ça c'est des études qui ont été faites quand même par des experts internationaux, c'est au moins 2 milliards de dollars. On n'aura jamais ce financement-là. On ne pourra même pas budgétiser ça. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est avoir une vision commune et mutualiser certaines opérations et obligatoirement partir sur le recyclage. Pour qu'on comprenne très bien ce que je veux dire, je vais critiquer un petit peu, mais ce n'est pas une critique. Regardez l'investissement qu'on peut faire sur les sauts de moutons. Sur les sauts de moutons, c'est un investissement à perte. Sans compter les dégâts que ça va causer parce qu'il n'y a pas de feu, donc il y a toujours des croisements, ça va toujours créer des embouteillages. Je prends l'exemple de saut de mouton pour que ce soit clair, parce que c'est de l'actualité. Le saut de mouton va rapporter 0 $. Le même investissement, vous le mettez par exemple dans un tramway, vous investissez certes, mais vous vendez des tickets. Et la vente de tickets vous permet d'amortir votre investissement. C'est là aujourd'hui où il faut penser l'économie circulaire dans l'assainissement. C'est qu'on ne faut pas partir en se disant effectivement 2 milliards on n'aura pas donc on ne fait rien. C'est comment on peut mutualiser certaines dépenses, comment investir intelligemment pour que ça nous rapporte. Et c'est là l'intérêt de l'économie circulaire. Les déchets peuvent rapporter de l'argent, pour peu que ça soit justement trié, recyclé. Les opérateurs, certains existent, d'autres pourront venir lorsqu'ils vont voir qu'effectivement il y a des déchartes, qu'il y a accès facile à des déchets. Donc je viens, j'investis parce que je peux accéder à ces déchets, je peux les traiter et je peux faire de nouveaux produits. Mais encore faut-il à la fin que ces produits-là soient accompagnés par les autorités pour que les Congolais consomment les produits recyclés locaux. C'est-à-dire les opérateurs de recyclage, de collecte doivent être identifiés, agréés,
Et puis les recycleurs doivent pouvoir s'identifier pour qu'on puisse mieux les accompagner. C'est un peu le travail que nous allons faire justement avec la ville, parce qu'il y a 2 projets que nous allons mener, parce qu'on parle aussi de perspective. Il y a 2 projets que nous allons mener. Je rejoins l'initiative de Guillaume avec le réseau REC, c'est qu'il faut sensibiliser auprès de la jeunesse. Donc il faut savoir que la ministre de l'Environnement a aussi le ministère de Genre, Famille, Affaires sociales et Personnes vulnérables. Donc nous allons travailler avec elle sur un projet qu'elle a initié avec les centres de promotion sociale, qui vont servir justement de levier de sensibilisation sur l'assainissement. Ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, c'est que nous allons travailler justement avec un appel à candidature sur aussi bien les recycleurs, les collecteurs et les sociétés désireuses d'accompagner le projet de la ville, donc les sociétés qui ont des départements RSE, pour justement mettre en place des ateliers qu'on mettra en place à partir donc, de la rentrée 2021, pour faire un livre blanc qui permettra justement d'avoir une cartographie un peu globale des actions à mener sur les différentes problématiques. Ok, donc en termes de perspectives l'année prochaine, vous allez faire ce travail-là? Bien sûr. Mais encore? Mais encore, c'est déjà pas mal. Non, nous avons des dates clés comme ça hein, dans le cadre de l'environnement et de l'assainissement. Donc comme j'ai dit par rapport à la ministre de l'Environnement, mais qui est aussi l'Affaires sociales, donc il y a la date du 20 février qui est la Journée mondiale du social, donc pour lequel nous allons essayer justement de mettre en place le développement de ce projet avec les centres de promotion sociale. Nous avons le 8 mars, nous allons utiliser aussi justement dans le cadre du genre, trouver le moyen de sensibiliser aussi notamment les jeunes filles à s'impliquer dans l'éco-citoyenneté, dans l'entrepreneuriat vert. Nous avons le 5 juin, qui est la Journée mondiale de l'environnement. Nous avons le 3 juillet, qui est la Journée mondiale sans sac plastique. Nous avons le fin septembre, la Journée mondiale de nettoyage. C'est vrai qu'il disait tout à l'heure que ça n'a jamais été célébré officiellement, mais il y a effectivement des acteurs comme eux, comme d'autres plateformes, J'ai sali, je nettoie, comme Clean Work Day qui est aussi là, et qui font des actions, mais malheureusement qui sont isolées. Et c'est là où l'importance, à un moment donné, de se faire identifier par rapport aussi au niveau des autorités, pour qu'on puisse planifier. C'est-à-dire que les zones d'intervention, il ne faut pas que lui fasse aujourd'hui à Barumbu de manière isolée. Il faut que vraiment on dise, ah ok, vous êtes tous sensibles à ça, voilà vos zones d'intervention. Et comme ça, on a une action qui est pérenne pour toute la population quinoise et pas seulement ciblée à certains endroits. Alors, on a des dates précises pour l'année prochaine, merci. Alors, Excellence, est-ce qu'on peut avoir des dates claires comme ça, des perspectives concrètes que les gens peuvent retenir par rapport à votre commune? D'abord, par rapport à notre commune, les dates, non, nous travaillons en termes de trimestre, semestre. Donc au premier trimestre, nous devons d'abord arriver à matérialiser les contrats. Parce que même hier, nous étions en contact avec, j'en étais un secret professeur, avec la mairie de Saint-Denis, en France, qui est retombée des dernières signatures de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, avec la ville de Paris. Nous avons la commune de Saint-Denis, qui on est en pourparlers, qui souhaite assez que d'ici le fin janvier, que nous soyons ensemble pour étudier donc comment arriver à signer notre contrat. Mais c'est au premier trimestre que nous aurons concrétisé aussi notre contrat avec le Royaume de Belgique au travers de la mairie de Saint-Just. Tout ce que nous avons dit, le traitement des déchets, la transformation, l'implantation de l'usine et construction. Notre calendrier est beaucoup plus focalisé au premier semestre. Donc tout cela dépend de l'évolution de la pandémie. Mais comme ce sont des budgets qui ont déjà été votés l'année passée, mais avec la venue de la pandémie, c'était un peu bouleversé. Maintenant, ils sont dans l'obligation d'aller dans le concret. Parce que vous savez, souffrez que je dise, quand un blanc vous dit oui, c'est un oui sincère. Eux, ils ont dit, nous avons déjà dit oui, bien que la pandémie est venue, mais nous devons arriver à concrétiser parce qu'en retour, ils savent qu'est-ce qu'eux aussi ils vont bénéficier par rapport à la venue ici à Kinshasa, tel que la commune de Barumbu, nous leur avons demandé, vous nous aidez à transformer les déchets, nous nous lançons avec vous dans la politique de logement social. Comme le fait, donc on rase, on achète, on va en hauteur. Vous avez des espaces pour Barumbu à vendre? Ne vous en faites pas, tous les quartiers de Barumbu peuvent être achetés, peuvent être reconstruits, parce que nous devons envisager, moderniser, parce que nous devons être, ne soyons pas en retard par rapport à d'autres cieux, c'est faisable. Parce qu'il suffit d'avoir des gros capitaux, de gros moyens. Si la ville s'y met, avec la politique de la création de la banque de l'habitat dans la ville-province de Kinshasa, aussi la politique de logement que veut aujourd'hui nos autorités. Parce que nous devons aller dans la dynamique du développement et de l'évolution. C'est là que Barumbu s'est lancé, parce que nous tournons vers le développement pour essayer un peu de faire autrement comme c'était fait dans le 20. Merci beaucoup, Excellence. Alors, je vous reviens pour vous nous parliez de vos perspectives pour l'année prochaine. Vous avez un document pour les enfants, mais qu'est-ce que vous comptez faire pour l'année 2021 par rapport à vos activités? Pour l'année 2021, les plus grands projets que nous avons, nous, au niveau du réseau des écoles citoyens, c'est de lancer les
projet, la RDC propre et verte, parce que nous avons déjà 5 000 livres pour l'élève, 50 livres pour l'enseignant. Distribuer gratuitement? Ça sera distribué gratuitement dans plus ou moins 10 écoles. Mais quand même, il y a beaucoup de sollicitations. Vous savez que 5 000, c'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau. Mais il se pose un seul problème. On ne sait pas par où commencer. Par où faut-il commencer. Et non seulement que nous l'avons dit, mais il se pose encore un point parce que des livres, oui, nous l'avons, grâce à la générosité des... Je suis avec vous. On termine l'année avec vous. Vous allez dans quelle commune qui n'a pas été avec vous? La demande est formulée devant les téléspectateurs, donc la commune de Barou, nous sommes la première. Mais si les bourgmestres s'engagent, nous sommes bien, nous voulons bien venir à Barou. Si les bourgmestres s'engageaient bien, parce que pourquoi pas, je dis s'engageaient bien. Non, mais on sent qu'il y a une autre clause qui n'est pas dit à la télé. Vous savez certainement, vous allez en parler. Oui, donc nous avons des livres qui sont là, mais néanmoins, il faut passer par la formation de l'enseignant. Il faut passer par la préparation du module qui doit être donné par les inspecteurs. De tout ça, ça demande des moyens. Ça, nous ne l'avons pas encore. Nous avons seulement des livres, mais voilà, c'est pour cela que nous comptons lancer déjà une campagne de financement participatif dès le mois de janvier prochain, pour qu'ensemble, les gens nous viennent en aide, afin que nous puissions apporter cette éducation à l'environnement qui est une éducation internationale. Et par ricochet, les enseignants aussi vont en bénéficier, parce que jusque-là, il n'y a aucun contenu. Oui, ils vont en bénéficier d'un savoir méthodologique international. Comme, donné par vous? Donné par les inspecteurs, grâce à ces projets internationaux. Ok. Vous l'aurez compris, en tout cas, les débats étaient assez intéressants, tellement la matière abonde et il y a à dire. Sinon, nous vous remercions en tout cas d'avoir suivi ces programmes écologiques aujourd'hui, je les rappelle, qui étaient spécial parce qu'il a parlé des bilans 2020 par rapport à la gestion, mais également la valorisation des déchets. Il a parlé également de la valorisation des déchets à travers la ville de Kinshasa, avec les recyclages, avec l'économie circulaire, avec la mutualisation des efforts. Il y a eu plein de mots, des concepts qui sont sortis ici qui peuvent toujours vous servir. Une fois de plus, je vous souhaite à tous et à toutes, en tout cas, des joyeuses fêtes en famille chez vous. Merci d'avoir suivi ces programmes écologiques qui se ferment aujourd'hui, certes. Avant de refermer cette émission, je vous rappelle que nous avons connu la participation, en tout cas de cette émission spéciale, j'allais dire, de M. Eric Mukuna, qui est administrateur des ETEC, l'ASBEL entre terre et ciel. Nous avons également connu la participation du bourgmestre de la commune de Barumbu, M. Guillaume Ilunga. Nous avons ensuite connu la participation très active d'ailleurs de M. Guillaume Trésor, qui est responsable ou coordinateur de l'ONG Réseau des éco-citoyens. Mesdames et messieurs, partout où vous nous suivez, bonne fête des nativités comme vous les fêtez. Si oui, si non, en tout cas, bonne fête des Nouvel An. D'ici là, portez-vous bien chez vous, prenez soin de vous.